Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Le Brexit, objet scientifique. Boris Barrault, docteur en droit, laboratoire interdisciplinaire droit et mutation sociale, Université d'Aix-Marseille. Le rejet de l'Union européenne est de plus en plus fort, aux quatre coins de l'Europe. En témoignent les résultats des élections législatives en Italie, le 5 mars 2018, et en Hongrie le 8 avril 2018. Ce sont des partis populistes et d'extrême droite, soit des forces politiques ouvertement opposées aux institutions européennes, qui sont à chaque fois arrivées en tête. L'Union européenne est ainsi sommée d'affronter la défiance croissante des populations, laquelle se traduit dans les urnes et à travers les représentants politiques. Parmi les 28 États membres de l'Union européenne, le Royaume-Uni compte au nombre des plus eurosceptiques, que ce soit sur le plan historique ou à l'heure actuelle. Peut-être même est-il le plus méfiant de tous à l'égard des décisions et des institutions européennes. À tel point que le principal défi que l'Europe doit relever est celui du Brexit, celui de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Ce sont possiblement les négociations les plus compliquées depuis la Seconde Guerre mondiale qui se sont engagées. Le Brexit est source de tensions entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, mais aussi entre les différentes nations, provinces et villes britanniques, certaines demeurant résolument tournées vers l'Europe, d'autres s'en détournant radicalement. L'Écosse en particulier envisage de devenir indépendante, ce qui permettrait ensuite son maintien ou son retour dans l'Union européenne. Quant à l'Irlande du Nord, elle souhaite conserver une frontière ouverte avec la République d'Irlande. Le départ d'un État membre de l'Union, chose inédite, pose des problèmes inconnus, incomparables à ceux qui interviennent lors de l'adhésion d'un nouveau pays. Les principales problématiques touchent au retrait du Royaume-Uni sous l'angle institutionnel, budgétaire et administratif, d'une part, et à la définition de la future relation entre l'Union et son nouveau partenaire que serait le Royaume-Uni, d'autre part. Des difficultés politiques et idéologiques doivent être surmontées, mais aussi des difficultés plus techniques, juridiques et procédurales, en droit de l'Union européenne et en droit constitutionnel britannique. La future relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pourrait demander des pourparlers de plusieurs années, appelant peut-être la création d'un statut transitoire. Les négociations actuelles et à venir sont et seront complexes. Comme l'a expliqué Theresa May, Premier ministre du Royaume-Uni, le 17 janvier 2017, nous avons décidé de quitter l'Union européenne non pas parce que nous rejetons ses valeurs ou pour lui causer du tort, mais pour restaurer notre droit à l'autodétermination. Il s'agit notamment pour le Royaume-Uni de pouvoir négocier ses propres accords commerciaux avec le reste du monde. Et le gouvernement britannique aspire aussi à négocier un accès sans barrière douanière au marché européen, dans certains secteurs tels que celui de l'automobile. De son côté, Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, a admis que les discussions seraient longues et complexes, notamment du fait de la position du Royaume-Uni entre pays membres et pays tiers. Et de reconnaître que les conséquences du Brexit seront lourdes et en partie imprévisibles, tant pour le Royaume-Uni que, mais dans une moindre mesure, pour ses 27 partenaires européens et pour les institutions de l'Union. En 2018, les incertitudes sont encore nombreuses. Elles touchent jusqu'à la réalité du futur Brexit. C'est ainsi que, le 30 avril 2018, la Chambre des Lords a adopté un amendement au projet de loi sur la sortie de l'Union européenne visant à conférer au Parlement le pouvoir d'empêcher le Brexit en cas d'absence d'accord avec Bruxelles. Ce camouflet infligé à la Première ministre Theresa May montre combien la question européenne est source de division au Royaume-Uni, y compris parmi les Tories conservateurs. Cet amendement, risquant de placer les Britanniques en position de faiblesse dans les négociations avec les instances européennes, pourrait toutefois être supprimé par la Chambre des communes. Également le 30 avril 2018, le négociateur en chef du Brexit pour l'Union européenne, le Français Michel Barnier, a prévenu qu'il y avait un véritable risque d'échec des négociations, spécialement en raison des difficultés posées par le rétablissement d'une frontière entre République d'Irlande et Irlande du Nord. Michel Barnier a aussi rappelé que la mise en place de la période de transition prévue de la fin mars 2019 jusqu'au moment de la sortie officielle du Royaume-Uni de l'Union, à la fin du mois de décembre 2020,
dépendra de l'éventuelle conclusion d'un accord entre Londres et Bruxelles en octobre 2018. La pression sur Theresa May et sur le gouvernement britannique s'intensifie donc au fur et à mesure que l'échéance approche. Pour présenter et réfléchir à ces problématiques inédites et importantes, déjà beaucoup d'ouvrages sont parus, en langue anglaise mais aussi en langue française. Si l'on y ajoute les nombreux articles publiés par les revues spécialisées et par la presse généraliste, la littérature sur le Brexit est abondante. Ce livre n'est donc ni le premier ni le dernier à s'intéresser au sujet. À travers des contributions livrées par les meilleurs spécialistes de ces questions, il souhaite dresser un large panorama des causes, des enjeux et des conséquences du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Ces auteurs étant des universitaires reconnus dans leurs champs de recherche respectifs, civilisation britannique, vie politique du Royaume-Uni, droit britannique, institutions européennes, etc., son objectif est de porter un regard scientifique et critique sur ce grand événement qu'est, pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, la sortie d'un État membre. Alors que s'était jusqu'à présent toujours posé la question de l'élargissement de l'Union, autrement dit celle de la construction européenne, il faut désormais interroger aussi son rétrécissement, donc la déconstruction européenne. Mais de quelle manière ? Le Brexit peut être abordé sous des angles très différents et notamment de manière politique ou scientifique. Or il a donné lieu jusqu'à présent à autant, si ce n'est plus d'essais, de travaux engagés idéologiquement et polémiques, que de travaux véritablement académiques. L'objectif du présent ouvrage est de présenter un caractère universitaire, de se distancier de son objet et d'être à la fois objectif, mesuré et pédagogique. Le Brexit est à l'évidence un objet d'étude scientifique ô combien digne d'intérêt. Et comme le déclame un poète contemporain, pour aller de l'avant il faut prendre du recul, car prendre du recul c'est prendre de l'élan. En outre, ce livre adopte une approche multidimensionnelle. C'est ainsi que, après un premier bilan d'ensemble et quelques réflexions prospectives sous la plume de Florence Fauché, professeur à Sciences Po Paris, un regard historique sera l'occasion de revenir sur les relations compliquées entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, depuis le traité de Rome de 1957 jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, les problématiques sociétales qui constituent le terreau du Brexit et que ce dernier révèle seront abordées par Gilles Lédier, professeur à l'Université de Toulon. L'auteur montrera que le Brexit tente à fracturer la société britannique, à accentuer ses divisions. Puis, les aspects politiques du Brexit seront analysés par Karine Rivière de Franco, maître de conférence à l'Université d'Orléans, et Christian Oher, professeur émérite de l'Université de Strasbourg. Karine Rivière de Franco s'intéressera à la place de l'enjeu européen dans le paysage politique britannique et à l'impact durable que pourrait engendrer la victoire du Leave. Quant à Christian Oher, il s'attachera plus spécialement au Parti conservateur que le Brexit a fortement clivé, avec sur scène quelques acteurs jouant ou ayant joué les premiers rôles. David Cameron, Theresa May, Boris Johnson et Nigel Farage, UKIP notamment. L'angle économique sera abordé par Nathalie Chanroux, maître de conférence à l'Université Paris-Est Créteil. Durant la campagne ayant précédé le référendum sur le Brexit et aujourd'hui encore, les lourdes conséquences économiques de la sortie de l'Union et des accords indépendants ont suscité et suscitent des craintes parmi les europhiles, mais aussi chez certains europhobes qui admettent qu'en termes économiques les gains liés au départ de l'Union ont peu de chances d'être supérieurs aux pertes. Du côté des autres États européens, notamment les plus proches du Royaume-Uni, les conséquences seront importantes également. En France, par exemple, le gouvernement prépare les douanes à un Brexit dur, impliquant la sortie du marché unique et de l'union douanière. 700 douaniers supplémentaires devraient être embauchés en raison du rétablissement d'une frontière économique à partir du 30 mars 2019. Les questionnements juridiques seront, pour leur part, l'objet des contributions d'Aurélien Antoine, professeur à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne, directeur de l'Observatoire du Brexit, et Loïc Robert, maître de conférence à l'Université Jean Moulin Lyon 3. Aurélien Antoine abordera les enjeux et limites du Brexit sous l'angle du droit constitutionnel britannique, place du référendum au Royaume-Uni, relations entre les pouvoirs législatifs et exécutifs et organisation territoriale de l'État britannique, quand Loïc Robert se concentrera sur l'Union européenne,
dont les institutions, le fonctionnement mais aussi les équilibres politiques sont et seront perturbés par le Brexit. Et se pose la question du devenir des agents publics britanniques travaillant à Bruxelles, Strasbourg ou Luxembourg. Enfin, le cas particulier de l'Écosse sera envisagé au sein d'articles écrits par Fiona Simpkins, maître de conférence à l'Université Lumière Lyon 2, et Nathalie Duclos, professeure à l'Université Jean Jaurès Toulouse 2. Les Écossais sont en effet les plus pro-européens des Britanniques, si bien que le Brexit est une nouvelle preuve de leur tendance à se désolidariser des Anglais et des Gallois, ce qui pose avec insistance la question d'une prochaine indépendance de l'Écosse. En réunissant ces différents textes, le présent volume entend donc traiter le Brexit dans toutes ses dimensions, même s'il ne saurait revendiquer une quelconque exhaustivité. Associant sociologues, politistes, historiens ou encore juristes, il propose une approche pluridisciplinaire de ce qui constitue peut-être la première étape de la déconstruction européenne ou, pour recourir à une expression plus optimiste, de la reconstruction européenne. Si les Britanniques sont les premiers concernés par cet événement, les autres Européens ne le sont qu'un peu moins. C'est même partout dans le monde, y compris en Chine de Pékin à Shanghai qu'on doit, se préoccuper de ce qui, avec d'autres exemples tels que l'élection de l'exubérant et radical Donald Trump à la présidence des États-Unis, témoigne du mouvement chaotique de la société mondiale. Démondialisation, repli sur soi, nouveau communautarisme, nations imprévisibles, défiance à l'égard des hommes politiques et méfiance par rapport aux politiques publiques, crise de la loi, démagogie électoraliste exacerbée, espionnage généralisé. Mais aussi défi environnemental, danger nucléaire, menace islamiste. À plus d'un titre, le Brexit mérite qu'on s'y intéresse, et pas seulement lorsqu'on est britannique ou anglophile. Il suffit d'être un citoyen européen ou même un citoyen du monde pour s'inquiéter du grave coup d'arrêt subi par la construction européenne. Peut-être ne s'agit-il que d'un pâle reflet de la marche du monde, un monde qui ne tourne pas toujours très rond et qui, parfois, tourne à l'envers. Brexit, pourquoi, comment ? Florence Fauché, professeure à Sciences Po, Centre d'études européennes et de politique comparée, Paris. Le Royaume-Uni a adhéré en 1973 avec l'Irlande et le Danemark après avoir été bloqué pendant des années par De Gaulle, qui avait sans doute compris la stratégie diplomatique britannique, diviser pour régner. En juin 2016, les électeurs britanniques ont voté à 52% pour quitter l'Union européenne. C'est la fin d'une alliance de plus de 40 ans qui est devenue une relation étroite et complexe avec 27 autres partenaires. Le Brexit, c'est donc sortir des accords signés depuis 1973. Ce n'est pas sortir d'un traité commercial mais de 46 ans de relations, des nombreux accords commerciaux de l'Union européenne et de l'Union européenne avec ses partenaires internationaux, c'est sortir des 40 agences européennes qui couvrent de nombreux domaines de coopération, comme médicaments, Erasmus, contrôle bancaire, espace, sécurité alimentaire, sécurité sanitaire et prévention des maladies, Agence européenne d'environnement, transport, policing. On dit souvent que le Royaume-Uni a été un partenaire difficile, avec des accords spécifiques, rabais, euro, Schengen par exemple, utilisation plus fréquente que les autres du veto, mais c'est un pays qui a été plus diligent que la plupart des autres pour intégrer les décisions européennes dans son droit et qui vote presque toujours dans la combinaison gagnante. 97%. Les politiques européennes adoptées sont donc souvent du goût du gouvernement quel qu'il soit. Selon l'article 50 du traité de Lisbonne, tout État membre qui en fait la demande formelle peut sortir de l'Union et cette sortie prend effet au plus tard 2 ans après cette demande. Ce sera donc le 30 mars 2019. Pendant la période de 2 ans entre le moment où le gouvernement britannique de May a activé l'article et le 30 mars 2019, il faut négocier ce qu'on fait de tous les engagements communs pris depuis le début, les dettes, les biens communs et ceux acquis et il faut décider des relations à venir. En l'absence d'accord entre les deux parties, le Royaume-Uni se retrouverait dehors sans aucun accord commercial ou de toute autre nature, un pays tiers. 1. Pourquoi le Brexit ? Pourquoi les Britanniques ont-ils pu se poser cette question au point qu'ils en viennent à organiser un référendum, et que le vote en faveur du retrait l'emporte ? Depuis 1973, les Britanniques ont conservé le sentiment profond d'être différents et de résister au processus d'intégration.
Ils ont été encouragés par leurs responsables politiques et par leurs médias dans l'entretien de ce sentiment, au point qu'un courant puis un parti eurosceptique en viennent à menacer la cohésion du Parti conservateur. L'Europe est un clivage politique profond au Royaume-Uni, et tout particulièrement pour le Parti conservateur depuis Margaret Thatcher. Cela a affaibli son successeur, John Major. C'est un problème pour les conservateurs depuis la Charte sociale européenne de Delors, qui a fait que l'Europe rompe avec le modèle économique préféré des conservateurs. Cela a contribué à maintenir dans l'opposition le parti pendant les 13 ans de néo-travaillisme, car le parti a été amèrement divisé, et son électorat également. David Cameron espérait enterrer ce débat lorsqu'il a été élu à la tête du parti en 2005, mais sa légitimité a été contestée par les eurosceptiques à la fois dans le parti, ce qui l'a amené à plusieurs concessions dont la sortie du groupe PPE au Parlement européen, et hors du parti avec la croissance du parti United Kingdom Independence Party UKIP. En 2010, Cameron a remporté les élections et est devenu Premier ministre, mais il était en position de faiblesse car à la tête d'un gouvernement de coalition avec un parti très pro-européen, les libéraux-démocrates. Pour essayer de reprendre la main, il a promis un référendum en 2013 et réitéré la promesse en 2015 pendant la campagne. C'était un pari qui paraissait peu risqué, et qu'il a pris pour des raisons de stratégie interne au Parti conservateur et en pensant à sa survie personnelle. Il ne pensait d'ailleurs probablement pas gagner les élections de 2015, et encore moins obtenir la majorité absolue en sièges à la Chambre des communes. Par ailleurs, l'Europe ne l'intéressait pas. Il a négocié avec l'Union européenne sur 4 points, comme promis mais surtout pour la forme. Souveraineté et union politique, pas d'intégration ou de pouvoir supplémentaire, compétitivité et marché unique, équilibre entre pays dans hors eurozone, contrôle sur les migrations. En février 2016, il a obtenu des concessions limitées qui ne lui permettaient pas de se présenter comme ayant triomphé, mais il s'est néanmoins engagé dans une campagne en faveur du maintien dans l'Union européenne. 2. Des résultats imprévus et pourtant prévisibles. Lors du scrutin du 23 juin 2016, le taux de participation, 72%, a été meilleur que pour les législatives de 2015 et 2017. En chiffres absolus, il s'agit du vote qui a reçu le plus de soutien dans l'histoire électorale du pays. Le second étant le vote pour rester dans l'Union européenne de 1975. Pourtant ce vote était géographiquement contrasté. L'Écosse, l'Irlande du Nord, Londres et des grandes villes où le Sud ont voté pour rester. Le vote était également socialement contrasté. Selon l'âge, le lieu de résidence, le diplôme et l'insertion économique et professionnelle, plus on est vieux et moins on a de diplôme, plus on vote Brexit. Les classes populaires en situation de précarité ou de peur de précarité votent également contre l'Union européenne. On a accusé rapidement les perdants de la globalisation, mais il faut surtout noter que le différentiel de participation était très important. Les jeunes ont peu voté par rapport aux plus âgés. Les régions pro-européennes, Londres, Écosse 67% et Irlande du Nord 63%, ont proportionnellement peu voté par rapport à l'Angleterre et au Pays de Galles. Les classes populaires ont beaucoup voté Leave mais ont peu voté par rapport aux classes moyennes du Sud. Comment expliquer ce résultat qui a surpris beaucoup? Durant les semaines qui précèdent, les sondages n'arrivent pas à s'assurer de résultats clairs. Une partie du problème vient de la difficulté à constituer des échantillons représentatifs, en tenant compte des différences de mobilisation. Par ailleurs, l'Europe n'intéresse pas vraiment les Britanniques qui sont les citoyens européens qui connaissent le moins l'Europe pour des raisons complexes. L'appartenance à l'Union européenne n'a jamais figuré très haut dans les préoccupations des électeurs. Loin derrière l'économie, la santé, l'éducation, et donc, jusqu'à la dernière minute, beaucoup d'observateurs ont cru que le Brexit était trop irrationnel, notamment économiquement, pour que les électeurs s'y engagent. Pourtant, si l'on se replace dans la conjoncture de l'époque, plusieurs facteurs sont importants. Le Premier ministre était dans une position de faiblesse. Contraint de tenir sa promesse électorale tout en faisant de nombreuses concessions à la minorité pro-Brexit de son parti, notamment sur la neutralité du gouvernement et la liberté d'engagement pour les ministres et le parti. Par ailleurs, durant la campagne, le camp pro-européen était affaibli par la division des conservateurs.
par un parti travailliste mollement mobilisé derrière un leader, Jeremy Corbyn, vaguement eurosceptique et réticent à faire campagne avec les conservateurs, par l'impopularité des libéraux-démocrates réduits à peau de chagrin après la défaite de 2015. De l'autre côté, les Brexiteurs ont bénéficié de plusieurs facteurs. L'existence de deux campagnes distinctes, l'une officielle et l'autre de facto, ce qui leur permet d'avoir deux messages. L'engagement de ténors conservateurs en faveur du Brexit, dont Boris Johnson, ex-maire de Londres, et Michael Gove, ministre de la Justice, et Nigel Farage avec une campagne populiste, souverainiste et raciste autour de UKIP. Ce camp a mené une campagne populiste de défiance à l'égard des experts, argumentant pour la souveraineté nationale, rendre la fierté au pays, accompagnée par une presse tabloïde virulente. Enfin, les réseaux sociaux ont joué un rôle important en véhiculant des exagérations et des non-vérités. C'est la première campagne où le mensonge semble se banaliser. Les deux camps ont mobilisé leurs électorats de manière efficace, mais ils s'intéressaient à des questions différentes. L'immigration et la souveraineté pour le Leave, l'économie pour le Remain. Des facteurs de long terme doivent aussi être considérés. Les partis sont très affaiblis. Ce n'est plus du bipartisme en Écosse, au Pays de Galles ou à Londres, ni même en Angleterre en raison des libéraux-démocrates et surtout de UKIP, les partis sont divisés en interne. Il y a un rejet des élites, partis, élus, experts et notamment des experts économiques, et un sentiment prévale de dislocation sociale. Les écarts sociaux et géographiques se creusent depuis les années 1980 entre un sud, autour de Londres dynamique et prospère, et des zones rurales ou anciennement industrielles ou minières en appauvrissement. Le chômage est bas mais la précarité est très forte avec un marché du travail très flexible. La société britannique est une société de marché, socialement dure et intransigeante, mais le pays a aussi été choqué par la crise financière. Des banques ont été sauvées au prix de la dette publique. Le gouvernement conservateur de 2010 à 2015, même s'il n'a pas véritablement mené une politique d'austérité, a néanmoins introduit des réformes qui ont frappé les services publics et notamment ceux de proximité et les allocations diverses. La presse populaire agite depuis des décennies l'euroscepticisme. Celui-ci a augmenté considérablement depuis 20 ans. Pendant la campagne, les peurs d'émigration ont fait la une pendant des mois. Dans ce contexte, il y a un fort ressentiment face à ce qui est vécu comme des injustices et il est facile de trouver des boucs émissaires. Les élites, les experts, les eurocrates, les immigrés européens, les migrants. La campagne oppose le sens commun aux experts et aux élites, notamment politiques, et encourage la défiance à l'égard des hommes politiques et du gouvernement conservateur qui mène une politique d'austérité. 3. Comment les Britanniques vont-ils s'en sortir ? David Cameron avait négocié sans conviction, et sans plan très précis, des concessions auprès des partenaires européens en 2016, puis interdit au civil service de préparer un plan B, c'est-à-dire une stratégie en cas de défaite lors du référendum durant la campagne. Lorsqu'il a démissionné au lendemain du vote, acceptant ostensiblement sa responsabilité politique mais s'extrayant du même coup du désordre créé par son pari perdu, Cameron savait qu'il laissait à son successeur une tâche impossible. Pendant 15 jours, les vainqueurs n'assument pas leur victoire, se disputent la première place, voire paniquent, provoquant le chaos dans le Parti conservateur. Les gagnants ne s'attendaient pas à avoir à gérer l'improbable, et se seraient contentés de continuer à s'agiter et à conforter leur position en s'opposant au statu quo. Theresa May s'impose finalement comme leader du parti faute de candidats crédibles, ceux-ci ayant été convaincus de se retirer ou s'étant éliminés les uns les autres, ou s'étant rendus compte que la tâche était impossible. Elle devient automatiquement Premier ministre, mais à la tête d'un parti disposant d'une majorité absolue d'une trentaine de sièges et divisé par la campagne et ses conséquences. Elle mène un gouvernement non préparé à l'éventualité, sans stratégie et dont les objectifs ne sont pas clairs. Les partisans du Brexit y occupent des positions clés. Le paradoxe est que May était partisane modérée du Remain, mais que son gouvernement est déterminé à appliquer le choix d'un vote qui n'était que consultatif. Le Parlement reste souverain au Royaume-Uni. Contrairement à ses engagements de 2016, May dissout les communes au printemps 2017. Elle espère alors obtenir un mandat de 5 ans, ce qui permettrait de consolider la situation économique après la sortie effective en 2019,
et peut-être une majorité plus confortable. L'argument avancé publiquement est que cela renforcera sa position dans les négociations. Elle espère des dizaines de sièges d'avance car le Parti travailliste est en position de faiblesse avec un leader très à gauche et qui n'a pas le soutien des parlementaires de son parti. Mais la politique d'austérité du parti a contribué à faire perdre à Madame May sa majorité absolue aux communes en juin 2017. Elle a du même coup perdu une bonne partie de son autorité sur le parti. Elle est contrainte de négocier avec un parti unioniste nord-irlandais, et cela a failli coûter au Royaume-Uni la possibilité d'entrer dans la phase 2 des négociations en novembre 2017. Elle est affaiblie un peu plus. Mais revenons à la préparation des négociations, le plan B. En juillet 2016, le gouvernement de May ne sait pas comme s'y prendre, quand déclencher l'article 50, comment négocier. La première ministre découvre que rien n'a été préparé, qu'il lui manque des experts pour négocier, pour analyser les options, pour tout. Il faut recruter, détourner des ressources, décider d'une position, calmer les marchés et empêcher la dégringolade de la livre sterling. Alors pendant des mois elle répète que Brexit means Brexit. La tâche est complexe. Il faut négocier les relations à venir avec l'Union européenne et les relations avec le reste du monde, qui ne peuvent commencer avant la sortie. Outre l'impréparation du gouvernement et de la fonction publique, il apparaît un manque cruel de juristes, d'économistes. L'incompréhension de la complexité des implications et des ramifications se révèle progressivement. Les conséquences économiques du Brexit sont multiples. Le Royaume-Uni a fortement bénéficié d'une immigration européenne très qualifiée, notamment dans le domaine de la santé. Certains secteurs, comme l'agriculture saisonnière, sont très dépendants de migrants prêts à accepter des conditions très dures. L'Union européenne est le premier partenaire commercial. 43% des importations et 54% des exportations. La globalisation, pour le Royaume-Uni, c'est essentiellement une européanisation. Les pays tiers comme l'Inde veulent bien négocier un traité d'échange mais contre l'ouverture du marché du travail, donc l'émigration. Dès 2016, la chute de la livre sterling amène une inflation importée et les promesses des avocats du Brexit ne pourront être tenues. Il y a également des conséquences institutionnelles. Le Brexit devait, selon ses partisans, rendre la souveraineté au Parlement, mais May a essayé d'obtenir les pouvoirs de lancer le Brexit en contournant les communes et en utilisant les prérogatives royales. Elle a dû se défendre devant la Haute Cour. Par ailleurs, les textes, législations, directives européennes doivent être intégrés dans le droit anglais. Enfin, le pays est divisé, 2 des 4 nations ont voté pour rester. L'Écosse, qui a repoussé en 2014 l'indépendance de peu pour ne pas quitter l'Union européenne, souhaite organiser un nouveau référendum après que May ait refusé à Nicola Sturgeon, Premier ministre d'Écosse, un rôle pour négocier une place spécifique pour l'Écosse. Brexit pourrait aboutir à break-up. L'Irlande du Nord a été pacifiée grâce au cadre européen à la fin des années 1990. La réintroduction des frontières physiques va attiser des tensions déjà vives. Il n'y a plus de gouvernement régional depuis plusieurs mois. La violence n'est pas loin. Il y a aussi beaucoup d'inquiétudes en Irlande, dont les relations avec le Royaume-Uni sont très étroites, au-delà même de la province. Le gouvernement de May peine à trouver un accord interne sur les objectifs des négociations. Le parti, caractérisé par son pragmatisme et une flexibilité idéologique qui lui a permis de s'adapter aux grands bouleversements du XXe siècle, s'est depuis Thatcher divisé en cliques rigides et extrémistes, néolibérales et anti-européennes. Ce sont ces groupes qui empêchent à présent May de tenir les promesses faites en juillet 2016. Un gouvernement juste pour tous et en particulier les plus faibles, à l'écoute des électeurs et donc déterminé à négocier le Brexit en reprenant le contrôle de l'immigration et en restaurant la souveraineté du Parlement. Les Brexiteurs, en effet, envisagent de manière positive une sortie sans accord, plaçant le Royaume-Uni en dehors du marché unique et de l'union douanière, indépendante des juridictions européennes et rejetant la liberté de circulation des personnes mais aussi susceptible d'abandonner les réglementations, notamment sociales et environnementales, qui l'empêchent de devenir un pôle attractif aux portes de l'Union européenne. May a déclenché dès mars 2017 l'article 50 du traité de Lisbonne, qui ouvre une période de 2 ans pour négocier les conditions de la sortie.
Elle l'a fait avant que le gouvernement n'ait mesuré l'ampleur de la tâche à accomplir, mais avec la conviction d'être en mesure de diviser les Européens et d'être dans une position de force compte tenu des coûts du retrait pour ses anciens partenaires. Le gouvernement découvre progressivement que négocier va être beaucoup plus compliqué que prévu. La stratégie visait à diviser les 27 en raison de l'importance de certains marchés, par exemple l'industrie automobile allemande, ou en utilisant les citoyens résidents ou en menaçant de faire du dumping. Pour cela, la diplomatie britannique s'est d'ailleurs concentrée en partie sur une diplomatie économique et commerciale, en se rapprochant des lobbies industriels sectoriels, et en espérant faire à travers eux pression sur les gouvernements nationaux. Madame May espérait négocier simultanément le divorce et les relations après le divorce, c'est-à-dire les relations avec l'Union européenne et avec les pays tiers. Mais, pour éviter les risques de division et l'affaiblissement de leur position, les 27 ont confié à Michel Barnier le rôle de négociateur unique et posé des conditions strictes en s'appuyant sur les traités, un calendrier précis, le découplage de la sortie et des accords commerciaux et autres postérieurs à la sortie, un point d'étape sur la sortie en novembre 2017 pour passer dans la phase 2, la fin de la phase 2 à automne 2018 afin que les parlements nationaux des 27 puissent examiner et ratifier les décisions. La phase 1 comportait 3 conditions essentielles, les droits des Européens, l'Irlande du Nord, la facture. David Davis, ministre en charge du Brexit et militant de longue date de la cause anti-européenne, a abordé les négociations avec une désinvolture et une impréparation qui a valu les critiques, plus ou moins voilées, des négociateurs européens mais aussi et de manière plus inquiétante, celles des négociateurs britanniques. Les démissions ont été nombreuses, ainsi que les dénonciations de l'impréparation durant la première phase jusqu'à novembre 2017. Dans un premier temps, May s'est enfermée dans une position de plus en plus dure avec des lignes rouges, notamment sur l'arrêt de la libre circulation des travailleurs ou sur la sortie de la juridiction de la Cour de justice européenne. Pas d'accord est mieux qu'un mauvais accord, était le slogan. Progressivement, le Royaume-Uni doit céder. Début décembre 2017, un accord sur 3 points a été trouvé portant sur les fonds financiers dus aux engagements passés. Le sort des expatriés européens au Royaume-Uni et des Britanniques en Europe, l'absence de frontières physiques en Irlande. La situation du gouvernement conservateur est d'autant plus compliquée que les tensions internes au parti et au cabinet persistent et que le gouvernement en vient à perdre des votes cruciaux aux communes. Les parlementaires sont en grand nombre opposés au Brexit mais peu osent le remettre en question de front car ce serait, dans un contexte de contestation des partis politiques, une violation d'un choix démocratiquement exprimé. Et pourtant, le vote était consultatif car la souveraineté appartient au Parlement au Royaume-Uni. Le résultat du scrutin était certes net mais exprimé à la majorité simple, alors que pour un choix aussi important on aurait pu exiger une majorité renforcée. Les analystes montrent que la campagne a pu être manipulée par des acteurs extérieurs et que de nombreux arguments étaient biaisés. Conclusion. Il est très difficile d'imaginer l'après-30 mars 2019. À un an de l'échéance, certaines questions essentielles restent sans solution crédible. Le cas le plus frappant est bien sûr celui de l'Irlande. La réunification de l'île pourrait être une solution, mais elle est inacceptable pour le DUP, dont May dépend aux communes, et pour une partie des Nord-Irlandais. Un maintien dans le marché commun serait une autre option mais elle est inacceptable pour la plupart des partisans du Brexit. Les accords de paix de Belfast de 1997 dépendent largement de l'intégration européenne. La violence peut reprendre. La République d'Irlande est économiquement très dépendante du Royaume-Uni. 18 mois après le vote pour le Brexit, le gouvernement britannique est confronté à une quadrature du cercle sur l'Irlande, les accords commerciaux, les services. La situation est d'autant plus compliquée que le Royaume, et le gouvernement et le Parti conservateur sont désunis. Le débat sur la possibilité d'une réversibilité du choix est encore présent, renforcé par les difficultés du gouvernement à progresser dans les négociations et dans l'évaluation des conséquences économiques et politiques de la sortie effective. Trop de dossiers n'ont pas été tranchés, voire n'ont pas été abordés de manière convaincante, sur la transition, sur les relations économiques après la phase de transition, sur des accords commerciaux réglant les relations avec les partenaires de l'Union européenne et le reste du monde.
Du point de vue de l'Union européenne, le risque de contagion semble écarté depuis que le chaos est manifeste en Grande-Bretagne, mais aussi depuis la victoire de Donald Trump aux États-Unis et celle d'Emmanuel Macron en France. Les défis sont nombreux quant à la relocalisation d'agences et de centres de décision, quant au ralentissement anticipé des échanges, quant au casse-tête juridique pour les douanes, pour le trafic aérien, pour la régulation des conflits à venir. Ils sont économiques et politiques parce que le retrait du Royaume-Uni entraînera des ruptures d'équilibre. L'Union perdra 13% de sa population, 73 sièges de parlementaires européens britanniques seront supprimés. Le départ d'un des piliers de l'Europe libérale devrait laisser plus de place aux sociaux-démocrates et aux thématiques sociales plus chères aux pays du sud de l'Europe. L'Union changera nécessairement. Le Brexit, dimension historique. Les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, du traité de Rome au Brexit. Boris Barrot, docteur en droit, laboratoire interdisciplinaire droit et mutation sociale, Université d'Aix-Marseille. L'influence du Royaume-Uni sur l'Union européenne a peut-être été plus grande que l'influence de l'Union européenne sur le Royaume-Uni. En tant qu'État membre, le Royaume-Uni a largement modelé l'Union européenne à son image, en fonction de ses besoins, de ses traditions et de ses aspirations, tandis qu'il est toujours demeuré un État à part au sein de l'Union européenne, ne s'y fondant qu'à moitié, notamment en conservant sa monnaie nationale. Le Brexit, malgré les apparences, va plutôt dans le sens de l'histoire, tire les conséquences de décennies de cohabitation contrainte et tendue entre un État souverain. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.